c'est une association, puis c'est compliqué, les membres, c'est politique. Fait que là, on a parti l'été bienvenue. Fait que c'est l'été bienvenue, puis c'est une fois par mois où est-ce que les membres de l'association peuvent venir parler des problématiques, des politiques, et ainsi de suite. Puis ça s'appelle le thé bienvenue. Fait qu'on leur a tout envoyé une série de thé pour l'année. Fait qu'il y a un thé à chaque pour chaque rencontre, là. Est-ce qu'ils le prennent ou est-ce qu'ils ne le prennent pas, avec justement une tasse de l'assaut pour les mois à venir. Puis évidemment, il y a un petit jeu de mots, t'es bienvenue. Puis c'était pour que les membres de l'assaut, il y ait une place justement, et ça marche super bien. Au début, il était 3, puis je pense que depuis le t'es bienvenue, sont 30, à peu près 40 à chaque fois, puis ils ont des problématiques. Fait que, tu sais, on en parle, comment on avance là-dedans. Il y a un modérateur, il y a un animateur. Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de La Talenterie. On parle d'entrepreneuriat, d'innovation sociale et du monde du travail en général. Cette semaine, j'ai un épisode plus léger. J'avais envie de quelque chose de positif, pas que les autres épisodes sont pas positifs, bien sûr, mais j'avais envie de parler de créativité, en fait, avec l'arrivée de l'été puis tout ça. Je sais pas, je trouvais que c'était dans l'air du temps. Et surtout, j'ai rencontré mon invitée Mélanie Hébert, qui est la présidente et fondatrice de l'entreprise Jack Marketing, dans un contexte de réseautage où on est amené à revoir les gens plusieurs fois. Puis à chaque fois que je lui parlais ou que je la voyais intervenir dans le groupe, je me disais, mon Dieu, que cette fille-là est créative, elle dégage la créativité, elle dégage aussi l'entrepreneuriat. On voit tout de suite que c'est vraiment une fille qui ose. Bon, j'ai pas demandé son test de psychologie Insight, mais pour ceux, son profil en fait Insight, mais pour ceux qui connaissent ça, c'est clairement une jaune-rouge. Tu sais, fonceuse, créative, bref. Puis ça m'a inspiré le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Donc, je lui ai demandé de venir nous parler de comment elle fait pour nourrir sa créativité, ce que ça veut dire pour elle, puis de le mettre en parallèle aussi avec sa réalité, en fait, dans le merveilleux monde du marketing. Elle nous a ouvert un peu les portes là, sur ce qu'ils font dans leur agence, comment ça fonctionne. Quand ils travaillent avec un client, on entend toujours des idées préconçues sur le monde du marketing. Elle en a validé et invalidé d'autres. Donc voilà, sans plus de détails, je vous invite à plonger dans cet épisode avec moi, puis de rencontrer Mélanie Hébert, qui est la présidente fondatrice de Jack Marketing. Allô? Bonjour! Bon vendredi, comment tu vas? Je vais super bien aujourd'hui, bien comme toujours. Ouais, t'es tout le temps, t'es vraiment un rayon de soleil, t'es toujours de bonne humeur, t'as toujours plein d'affaires passionnantes à raconter. Et j'avais hâte qu'on jase ensemble sur le podcast, puis honnêtement, je voulais te recevoir toi, puis il y aurait comme 5-6 sujets qu'on aurait pu aborder ensemble. Mais au fil de nos échanges, je me suis dit, ça serait le fun de parler de créativité. Parce que toi, dans ton métier en marketing, puis en tant qu'entrepreneur aussi, c'est sûr que c'est un peu à la base de ce que tu fais dans la vie. Première question que je te poserais, ça a peut-être l'air un peu niaiseux comme question, mais est-ce que tu te considères comme une personne créative? Puis qu'est-ce que ça veut dire pour toi être créatif? Eh bien, écoute, Sarah, c'est pas une question niaiseuse du tout, c'est une excellente question. Est-ce que je me considère créative? Honnêtement, là, je ne savais pas que j'étais créative jusqu'à ce que, je sais pas, il y a une dizaine d'années, quelqu'un m'a dit, hey, t'es vraiment créative. Puis après ça, il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit, t'es vraiment créative. Puis après ça, il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit, j'étais vraiment créative. Puis je me dis, oh, mais mon Dieu, je dois être vraiment créative. Puis je sais pas, il y a eu comme une transition à quelque part. En début de ma vie professionnelle, j'ai commencé ma carrière un peu sur le tard, j'ai voyagé beaucoup. Puis c'est pas en sac à dos que les gens forcément ils disent que tu es créative, c'est plus quand tu l'appliques en milieu de travail. On pourra peut-être en reparler tantôt justement de qu'est-ce que la créativité transversale, ça je crois beaucoup. Mais donc oui, je considère que j'ai le potentiel créatif, mais après c'est sûr en se mesurant, on ne veut pas se mesurer nécessairement, mais en se comparant à d'autres,
des échelles de créativité. Je ne saurais pas dire exactement où je me situe, mais je valorise la créativité, puis c'est quelque chose que moi-même, je veux travailler et je veux continuer de pousser dans mon entreprise et dans ma personne au quotidien, à court, moyen, long terme. Puis si tu parles justement d'échelle, la créativité, puis que c'est pas tant dur, tu sais, c'est pas tant mesurable, c'est un peu intangible, on pourrait définir ça comment? C'est encore une excellente question. J'aimerais ça raconter une petite anecdote qui me fait toujours sourire et à quelque part aussi. Il y a eu comme un moment important dans, on va dire, dans mon parcours créatif. J'étais au Mexique avec le Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec dans une mission commerciale. Fait qu'on est une gang d'entrepreneurs, chose que j'adore faire, mélanger mes deux passions, l'entrepreneuriat et le voyage. Puis on est en retard pour une conférence, on est au restaurant, on est en retard, on attend, on est 2-3 à la table. Puis moi, j'ai pas eu mon café, puis c'est impossible que je m'en aille justement à la conférence sans avoir mon café du matin. Puis là, j'attends, puis là, je vois la serveuse qui passe devant moi, puis elle me voit pas, puis là, un autre qui passe, jusqu'à temps qu'il y ait quelqu'un qui se lève. Le pot de café est à 1 mètre de moi, puis il y a quelqu'un à ma tête qui se lève, qui va chercher le pot de café, puis qui me sert le café, puis je me suis dit, oh my God, j'ai même pas pensé à ça. Je trouvais ça absolument absurde que mon cerveau n'ait pas eu la capacité de sortir de son mode de fonctionnement unilatéral pour être capable de dire comment que je préfère les choses autrement. Bon, c'est sûr qu'il y a peut-être une petite transgression à faire, il y a une norme, mais la créativité, des fois, ça appelle ça aussi. On va amener quelque chose de nouveau sur la table. Donc, puis cette anecdote-là, j'y pense souvent, puis quand je suis justement dans une impasse où je suis on spin, comme on dit en bon français, bien, je me rappelle et je me dis, c'est quoi le chemin vers la cafetière? Comment que je me rends justement à la cafetière? Puis c'est là que je me dis, bien, la créativité, c'est pas toujours tant tangible. Ouais, puis tu sais, tu dis qu'il y a une notion de transgresser, mais il y a une notion d'oser aussi, de se faire confiance, puis de faire comme, hey, peut-être que moi j'en ai une solution nouvelle. Mais avec tes clients aussi, je me demande comme, ça arrive-tu que tu fais affaire avec des gens qui sont pas créatifs? Tu sais, y en a-tu du monde que c'est pas juste qu'ils ont pas le chemin vers la cafetière, là, ils ont pas ce que ça prend pour se poser cette question-là, mettons? Je crois pas. Puis il y a sûrement des vrais théoriciens de la créativité, ce que je ne suis pas nécessairement. Donc, il pourrait peut-être amener une autre valeur à cette conversation, mais je ne crois pas que ça existe quelqu'un qui est fondamentalement pas créatif ou qui n'a pas une once de créativité. On disait échelle de créativité. Oui. Tout le monde va être au moins un 2 sur 100 ou un 6 sur 100 ou un 11 sur 100. À mon avis, ça se peut pas d'avoir aucune créativité. C'est comme si tu respirais pas quelque part. Mais est-ce que j'ai des clients qui sont pas créatifs? Bien, dans exactement le même ordre d'idée, non, c'est impossible. Mais par contre, ce qui est ultra créatif pour une personne ne l'est peut-être pas du tout pour l'autre. Puis de sortir de ses souliers, sortir des sentiers battus, faire les choses différemment, innover, pour quelqu'un qui n'innove pas beaucoup, qui est un petit peu plus timide dans son approche, ça va prendre des petits gestes qui, pour cette entreprise-là ou pour cette personne-là, c'est extrêmement créatif, alors que pour d'autres, il faut que tu te lèves de bonne heure pour sortir du sentier battu parce qu'ils ont déjà tout essayé, ils ont tout fait, ils ont tout vécu. Fait que je dirais c'est plus dans ce sens-là que tu es face à différents types de clients aussi là, dans l'entreprise, dans mon quotidien. Ça, tu vois, je trouve ça intéressant comme avenue ou comme question. Je me dis, mettons, toi, là, qui es dans une équipe marketing, vous êtes une gang de créatifs, vous aimez ça, j'imagine, faire les choses différemment, ça doit être des projets qui vous allument plus. Est-ce que c'est frustrant, des fois, quand tu es dans l'entreprise où, tu sais, eux sont vraiment sont bas, mettons, sur leur échelle de créativité, puis là, il faut que toi, tu te limites en tant que fournisseur de services pour les rejoindre, pour les prendre où ce qu'ils sont, dans le fond? J'imagine que vous adaptez ce que vous proposez aux clients un peu? Mais il y a deux parties à la question. Il y a une partie qui n'était pas une question, mais j'ai envie de commenter. On n'est pas que des créatifs ici. Fait que ça c'est une belle dynamique aussi. Il y a une partie de l'équipe on n'est pas que des créatifs. J'ai dit que tout le monde a de la créativité, donc tout le monde est un peu créatif. Mais on a aussi une partie que c'est les stratèges aussi, que ça va être aussi la production, que ça va être les finances. Ce qui fait en sorte aussi que
nos idées créatives ne peuvent pas juste être des ballons d'air. Il faut aussi que ça soit du tangible, il faut que ça soit du concret. Puis ça aussi, c'est toute une discussion à avoir. Peut-être on y passera, là, je vais peut-être trop vite dans les questions. Mais pour revenir à ta question, non, en fait, moi, j'aime beaucoup les clients aussi qui ont très peu osé parce que je ne veux pas dire que ça rend mon travail plus facile, c'est pas exactement ça que je veux dire, mais ce sont des clients qui sont rapidement surpris aussi, qui sont rapidement, c'est sûr qu'il ne faut pas les amener trop vite, trop loin non plus. Ça ne va pas avec leur image, puis c'est bien correct. Puis, je pense plutôt à des comptes assez corporatifs qu'on peut avoir. Mais des comptes assez corporatifs, très B2B dans certaines industries en particulier. Mais on dirait que des fois aussi, il n'y a personne qui a osé leur proposer des avenues créatives. Moi, on a dit, ben regarde, on fait du B2B, puis on est dans telle industrie, fait qu'on va garder ça, on va garder ça un peu dol. Tandis que nous autres aussi, ce qu'on essaie d'amener, c'est une touche créative, j'appelle ça la touche Jack. Puis ça, j'étais un petit peu fatigante là-dessus chez nous. Mais c'est ça, mais c'est d'amener la petite touche créative. OK, c'est pas parce que tu ne représentes pas Fruit Loops, Kellogg's, les grandes marques de céréales, ou est-ce que tu as 6 grosses agences qui se battent pour avoir le compte puis avoir une surenchère de créativité. Mais moi, j'ai un fun solide à aller justement chercher ces entreprises qui sont plus dans des moules conventionnels puis leur amener des petites touches créatives qui changent leur vie. J'ai l'impression même des fois qu'ils sont plus satisfaits, sont plus réceptifs que d'autres qui ont tout vu, là. OK, fait que ça, sont moins blasés, dans le fond. Fait que y a un peu comme avec quelqu'un qui apprend un nouveau sujet, t'es plus capable de les émerveiller puis d'être dans ça avec eux. C'est intéressant comme avenue. Tu l'as nommé tantôt, mais on est tombé vite dans la discussion puis on n'a pas tant parlé de comment ça marche, tu sais, une boîte marketing. Puis peut-être parce que je prends un peu pour acquis le fonctionnement en ayant déjà vécu des projets, mais tu veux-tu nous parler un peu comment ça se passe? Comment vous accompagnez les clients finalement de façon typique? Puis l'équipe est composée comment? Bien, il y a 3 grands volets. La façon que chez nous, on l'a articulé, il y a 3 grands volets. Fait qu'il y a toute la composante stratégique. Donc, la stratégie, c'est vraiment là, d'être capable de définir qui sont nos clientèles cibles, quel est le ton d'entreprise, quel message qu'on veut mettre de l'avant, c'est quoi notre positionnement, c'est quoi nos éléments distinctifs. C'est un travail de réflexion. Mais tu vois, même là, on a toujours une touche créative, parce que tous les ateliers qu'on va faire avec nos clients, ils ont une saveur créative. Fait qu'on a fait, tu sais, des fois, on va faire écouter des chansons. On va faire écouter 3-4 tunes, puis là, on leur dit, OK, là, vous allez nous dire quelle chanson reflète votre entreprise. Fait, il y en a un qui va dire, moi, c'est la chanson de Queen pour telle raison. L'autre va dire, ben non, moi, c'est Nat King Cole, tu sais, ça me ramène, il y a un côté nostalgique. Fait que ça fait des super belles discussions, mais reste qu'on est dans un mode de strat. Fait qu'on est en stratégie. À la fin du processus stratégique, là, tu t'en vas plutôt dans un mode de création-production. Fait que dans le fond aussi, dans la stratégie aussi, on s'est donné un plan de match, on a quelque chose, on a des objectifs, on veut atteindre quelque chose. Souvent, ça vient d'un objectif d'affaires. Ça vient d'un objectif d'affaires qui est soit de développer une nouvelle verticale, soit de croître la compagnie, soit d'aller sur des nouveaux marchés, soit de se distinguer de la compétition, de la concurrence. Fait que ça va venir vraiment de... La strat est faite, là, on part en création. Fait que là, on est vraiment beaucoup plus dans un beat d'idéation. Donc, ça va être quoi les idées qu'on peut donner? Ça peut être autant dans le visuel que dans la conception-rédaction, dans le wording, des fois dans l'approche, des fois dans les partenariats aussi. Là. Les gens ne pensent pas nécessairement à ça. C'est sûr que nous autres, on fait beaucoup de B2B aussi, fait qu'on est on n'est pas juste dans les boîtes de céréales. En fait, j'ai aucun client dans les céréales, fait que c'est pour ça que je me permets d'en parler. C'est ça. C'est ça. Fait qu'on va utiliser ça comme exemple de client que je n'ai pas. Mais donc, c'est ça. Fait que, dans le B2B aussi, on va regarder quel type de partenariat qu'on peut développer. Puis après ça, la troisième partie, c'est plus la communication. Fait que là, justement, on va avoir développé soit un produit, soit une stratégie, soit un concept. Puis après ça, c'est de dire comment qu'on va décliner ça dans des mensualités. Fait que, mettons qu'on regarde les 12 prochains mois, on n'oublie pas qu'au début, on avait notre objectif d'affaires à atteindre. Hein? On veut croître de 25 l'entreprise ou on veut aller chercher des clients hors Québec. OK. Fait que comment qu'on va se rendre là?
quelle créativité ou quelle production on a besoin de faire. Puis après ça, la récurrence. Fait que là, justement, est-ce qu'on a besoin de créer du contenu? Est-ce qu'on a besoin d'une stratégie SEO, une stratégie SEM? Est-ce qu'on a besoin de développer des partenariats? Est-ce qu'on a besoin d'une stratégie de relations publiques? Fait qu'on regarde vraiment l'ensemble, puis là, après ça, on exécute. En gros, c'est ça. OK. Fait que, puis est-ce que tu peux comme arriver pour un besoin, mais là, tu as parlé tantôt de rebranding, là, tu sais, ça, c'est comme plus gros comme besoin, mais j'imagine des fois, c'est des petites campagnes ciblées, mettons, sur les réseaux sociaux ou des trucs plus simples. Fait que j'imagine que l'envergure du mandat doit varier beaucoup aussi. C'est pas toujours les grandes idées farfelues, c'est pas toujours... un de mes clients chouchous avec qui je travaille depuis des années, c'est un organisme à but non lucratif, non lucratif en employabilité pour les jeunes. Puis, on a fait ça, c'est un de mes beaux exemples de créativité. Là, si je peux me permettre un petit 30 secondes pour vous donner un exemple. C'est le Carrefour Jeunesse Emploi Montréal Centre-Ville. On travaille beaucoup de Carrefour Jeunesse Emploi, mais ça, c'est un Carrefour Jeunesse Emploi avec qui je travaille depuis des années et des années. On avait travaillé sur leur plan stratégique il y a 8 ans, 9 ans, 10 ans. Et puis, ils sont au 21e étage d'un bâtiment hyper corpo sur la rue Sherbrooke. Fait qu'on s'entend que c'est pas exactement le reflet du mot accessibilité. Puis, leur souhait, c'était, on peut-tu descendre dans la rue puis être un petit peu plus terrain puis accessible aux jeunes puis un peu plus enraciné dans le paysage urbain montréalais. C'était la demande. Donc, ce qu'on a développé avec le directeur général et vraiment beaucoup d'intervenants qui ont participé à ce projet-là, on a appelé ça le rouleau-boulot. C'est le camion de l'emploi. Puis c'est comme un food truck, sauf que c'est pour l'emploi. Ça fait 6 ans, je pense que ça va être la 7e année cette année, qu'il est stationné tout du mois d'avril au mois d'octobre à chaque année. À tous les jours, il est stationné à différents endroits. Et les jeunes de 16 à 35 ans peuvent venir pour de l'aide à l'entrevue, des techniques d'entrevue, aide de correction de CV. Et puis, à certains moments, il y a des conférences. Puis, à certains moments, il y a même des employeurs qui vont louer le camion pour rencontrer des jeunes, puis il y a des embauches qui se font sur place. Fait que tu as TELUS qui est là, tu as Rogers, tu as Air Canada. Il y avait beaucoup de gens qui viennent. Bon, c'est sûr que l'été passé, il a été un peu différent, mon rouleau-boulot. Mais il était là pareil, il était là, même moi j'ai donné des conférences, fait qu'il roule pareil, même en pandémie. Puis on a des idées des fois très chouettes de comment qu'on va nommer un événement ou comment qu'on va faire les messages ou juste le petit concept de base qui fait en sorte, comme par exemple, on a fait, on travaille avec, c'est particulièrement sensible, j'en parlerai pas trop de l'industrie, mais c'est une association, puis c'est compliqué, les membres, c'est politique. Fait que là, on a parti l'été bienvenu. Fait que c'est l'été bienvenu, puis c'est une fois par mois où est-ce que les membres de l'association peuvent venir parler des problématiques, des politiques et ainsi de suite. Puis ça s'appelle le thé bienvenu. Fait qu'on leur a tout envoyé une série de thé pour l'année. Fait qu'il y a un thé à pour chaque rencontre. Là. Est-ce qu'ils le prennent ou est-ce qu'ils ne le prennent pas? Avec justement une tasse de lasso pour tous les mois à venir. Puis évidemment, il y a un petit jeu de mots, t'es bienvenu. Fait que, puis c'était pour que les membres de l'asso, il y ait une place justement, et ça marche super bien. Au début, il était 3, puis je pense que depuis le t'es bienvenu, sont 30 à peu près, 40 à chaque fois, puis qui ont des problématiques. Fait que, tu sais, on en parle, comment on avance là-dedans. Il y a un modérateur, il y a un animateur. Fait que tu sais, ça, c'est la petite touche créative qu'on amène dans un... Mais tu sais, c'est pas... c'est pas osé, c'est pas, on n'a pas transgressé aucune loi, on n'a pas fait un choc épouvantable, on a juste fait un petit clin d'œil cute, un feel-good campagne, une feel-good campagne. Les gens ils ont aimé ça, sont surpris, puis ils embarquent pas juste dans « Hey, groupe de discussion ». Ah, tu vas-tu au thé bienvenu? Ça devient un événement, ça devient un concept. Puis j'aimerais ça que tu me parles un peu de justement pour parler des idées préconçues. Tu sais, quand on entend parler du marketing, bon là, tu dis c'est pas tout le monde qui veut disrupt dans la vie, donc la créativité, puis même le milieu du marketing, c'est pas nécessairement de disrupt à tout prix. Comment ça se passe dans le quotidien? Tu sais, les espèces de... Mettons, quand on pense à une agence marketing, là, on pense à, genre, des créatifs assis dans une salle sur des poufs qui écrivent sur les murs,
qui brainstorm puis qui ressasse plein d'idées. Est-ce que dans le concret, c'est comme ça que ça se passe? Et si oui, pourquoi ça prend des poufs à terre puis il faut écrire sur les murs? Est-ce que ça stimule vraiment la créativité? Mais oui, ça stimule la créativité, j'y crois à 100%. C'est sûr que l'environnement de travail est important. Je peux pas dire pour d'autres types de professions, je les connais moins, mais je pense que ton environnement doit être au reflet de ce que tu projettes. Chez nous, moi, j'ai l'impression, mes employés ont besoin d'être au mieux qu'ils peuvent être. Puis moi, mon objectif, c'est de plus en plus, au fur et à mesure qu'on grossit puis qu'on est rentable, c'est de pouvoir leur offrir des milieux de travail qui sont de plus en plus excitants aussi à quelque part. Mm-hmm. Puis ça, je pense que de plus en plus, ça fait partie de l'ensemble des démarches de certaines marques employeurs, pas juste en modèle. Mais oui, on a des poufs. Si vous voyez en arrière de moi en ce moment, il y a des poufs. Oui, c'est beau. Oui, on essaie de travailler dans les milieux esthétiques. Nous, on les tables, on peut écrire sur les tables. C'est une petite chose... c'est un petit détail, mais tu peux écrire sur la table. Il y a beaucoup de place aussi pour pouvoir exprimer tes idées. Puis, on est encore quand même une petite agence, mais je rêve d'avoir des environnements de travail flyés, éclectiques à la Google. Là, ça serait génial. J'ai eu la chance de visiter, je pense que ça s'appelle Skolkovo, une école en Russie. Mais c'était absolument, il y a une piste de course sur le toit, il y a des bars à jus partout, là, moi, ça serait mon grand rêve, là, c'est sûr, il y a des gyms, il y a vraiment tout pour faire en sorte aussi que les gens sont dans un esprit pour créer, parce que moi, je pense qu'on peut pas non plus, on peut pas créer avec un gun sur la tempe, il faut être dans un beat de créativité, c'est ça. Fait que l'environnement a un impact sur la créativité. Quoi d'autre? Tu sais, mettons, c'est quoi les conditions gagnantes là, pour favoriser cette espèce d'émergence d'idées-là puis nourrir, dans le fond, notre créativité au quotidien? Bien, moi, chez nous, j'ai appelé mon entreprise Jack de l'expression les bons Jack. Fait que je voulais une entreprise où, justement, l'attitude du bon Jack prime chez nous. Que ce soit les clients, les fournisseurs, les employés. Si tu ne rentres pas dans la catégorie bon Jack, puis des fois, on a la conversation, mais si tu prends un bon Jack, c'est vraiment quelqu'un avec qui on veut travailler dans la vie. Pour moi, c'est super important. Fait que moi, je pense que les relations interpersonnelles, puis on est en train de refaire notre propre branding, notre nouveau tagline, ça va être créateur de liens. Mais dans le fond, nous autres aussi, on croit beaucoup que la créativité émane des relations qui se créent entre les gens. Sinon, elle n'a comme aucun sens, cette créativité-là. Mais c'est ça qui drive ta force créative aussi. Moi, des fois, je te parle, j'ai une super idée, je parle à quelqu'un d'autre, ça me donne une autre idée, j'écoute quelque chose, je vois quelque chose passer. Fait que toute cette espèce d'effervescence, mais il faut qu'on soit dans un mindset, puis il faut qu'on soit réceptif à ça. Puis pour être réceptif à ça, moi, je pense qu'il faut qu'on soit en harmonie avec les gens autour de moi. C'est peut-être un peu philosophique, peut-être un peu quétaine, mais j'y crois quand même beaucoup. Puis tu vois, tu disais, c'est peut-être un peu quétaine. Moi, je trouve pas pantoute, en fait, parce que je trouve que ça a l'air de tomber sur le bon sens, mais c'est vrai qu'on oublie des fois l'importance des connexions au travail, sur la dynamique d'équipe et donc sur la dynamique de créativité de ton côté. Puis ça m'amène à une question, tu parlais, puis j'étais comme, hey, mais en pandémie, là, vous avez fait comment pour maintenir votre créativité puis vos connexions? Ouais. C'est une excellente question. Tu as dit aussi le mot dynamique. Dynamique, justement, quand tu as dit ça, je dis, c'est exactement ça. C'est dynamique d'équipe, mais il y a beaucoup de la créativité, puis ça va répondre à ta question. Il y a beaucoup de la créativité que je trouve que ça se passe dans les brainstorms. On peut être créatif chez nous, tout seul, ça se peut. Mais c'est moins fort, veux pas. Puis moi, ce que je trouvais qu'on perdait tellement en pandémie, que je trouvais épouvantablement difficile, c'était les conversations spontanées qui amènent des idées, des nouvelles idées. Fait que là, tu sais, j'avais deux personnes qui se parlaient, puis à un moment donné, l'autre personne dit « Hey, ça me fait penser à... » ou « Hey, mais t'as-tu réfléchi? » Tu sais, les conversations qui ne sont pas planifiées. Fait que oui, on s'est fait des brainstorms par Teams. Oui, on s'est fait des corrections de visuels par Teams. C'est mortel. C'est vraiment très, très, très compliqué. J'ai fait des ateliers créatifs avec des clients
en continu par Teams, mais il manque quelque chose. On va se dire la vérité, il manque quelque chose. Il manque un aspect humain, il manque une effervescence, il manque une excitation envers les idées créatives qui ne se crée juste pas en Teams, là, on s'entend, là, ou qui se crée à 30, 40, 50, 60%, mais qui va jamais jusqu'à des ateliers où est-ce que tout le monde se met à parler fort, le monde sont debout, il y en a un qui prend le crayon, l'autre qui arrache. Ah non, mais attends, tu sais, ça a été perdu. Je suis d'accord avec toi, là, tu sais, dès que c'est quelque chose, une dynamique de groupe, rencontre d'équipe, soit pour, genre, même discuter, tu sais, moi, je fais beaucoup de focus group puis d'affaires de même, c'est pas pareil, t'as pas le même lien qui se crée, on le sent vraiment qu'il y a une différence. Puis le regard, on sait pas qui regarde qui, on sait pas, non. Ouais, puis mais le feeling aussi, tu sais, quand on dit, mettons, read the room, là, tu sais, en présentiel, tu peux pas read the room en Zoom, là, tu sais, c'est pas... Ah non, ça s'appelait read the Zoom, là, mais ça a ses limites. Ouais, c'est ça, puis en tout cas, c'est vraiment différent. Bref, on arrive bientôt à une passe post-pandémie, fait que ce sera derrière nous, peut-être, on l'espère, là. Ouais, vraiment. Puis tantôt, tu parlais de créativité transversale. Oui, J'avais envie que tu nous développes sur ça. Qu'est-ce que c'est la créativité transversale? Ben, ça, en tout cas, comme je dis, là, je ne suis pas une théoricienne officielle de la créativité, là, donc c'est mes propres réflexions puis applications. Mais c'est écrit on a un manuel d'employé qui s'appelle le Guide des bons Jack, puis c'est écrit que la créativité doit être transversale. C'est pas quelque chose qu'on fait en silo. Tu sais, j'en reviens à mon anecdote de cafetière en début. Mais, tu sais, on n'est pas juste en créativité parce que là, on a une campagne à sortir ou un logo à pondre. Pour moi, c'est dans un monde idéal ou un objectif à atteindre, mais c'est un mindset continu. C'est la cafetière au restaurant, c'est la façon que tu gères tes enfants quand il y en a un qui fait une crise. C'est tout ça. C'est pas juste d'avoir un beau logo ou une campagne percutante. C'est aussi tout un mode de vie. Puis je suis loin d'être une créative en continu, mais j'aimerais de plus en plus, au fur et à mesure que j'avance dans ma vie, de plus en plus l'appliquer dans toutes les sphères, tout le temps. D'ailleurs, tu disais tantôt, la créativité, ça marche pas avec un gun ça tempe. Tu sais, j'ai besoin de sentir que j'ai de l'espace pour créer, l'espace pour être libre, tout ça. Je me demandais comment ça fonctionne. Tu sais, mettons, moi, souvent, je suis consultante, fait que c'est un taux horaire, là. Fait que quand je suis en train de travailler, ben là, je vais charger au client le nombre d'heures. Dans votre cas, j'imagine que tu peux pas vraiment marcher de même parce que est-ce que ça t'arrive de dire je suis en train d'être en fin de semaine avec mon chum puis c'est là que j'ai genre l'idée créative du siècle pour mon client ou comment vous gérez ça? Dans le fond, ça vaut quoi une idée? Dans les deux questions, oui, moi, les idées créatives me viennent jamais quand je suis assise devant mon ordinateur. Ben, pas jamais, là. Mais quand je m'assois à mon ordi, c'est parce que l'idée est prête à être exécutée. À être crachée à quelque part. Là. C'est ce que d'être, c'est ça. Mais je travaille, tu sais, je rumine constamment, tu sais, je réfléchis constamment. Tu sais, oui, comme tu disais, je pense au début, là, je me souviens plus si on avait commencé l'enregistrement ou c'était avant, mais tu sais, ça peut être dans la douche, ça peut être. Moi, j'ai beaucoup mes idées en dormant. Quand j'ai besoin de trouver une idée, je me couche avec l'idée que je vais l'avoir quand je me réveille. Ça marche quand même souvent. Il ne faut pas que je dorme trop profondément parce que des fois, ça peut jouer des tours contre moi. Mais des fois, je me couche là, puis je me brief sur ma campagne, là, puis je me dis OK. Puis là, je me réveille le matin, puis OK, c'est bon, je l'ai là. Fait que ça va m'arriver souvent. Je suis en train de lire un excellent livre qui s'appelle Pricing Creativity. OK. Fait que, mais je ne peux pas encore tout dévoiler de la théorie parce que je la comprends en partie, mais je comprends la théorie, mais je ne l'ai pas encore tout à fait appliquée. Mais en fait, ce qu'ils disent, c'est que la théorie est que ce n'est pas un taux horaire, justement. Ça finit par se traduire par un taux horaire. Tu n'as comme pas le choix, là, parce qu'il faut voir si tu es rentable ou pas dans une entreprise. Mais l'idée de base, c'est la valeur que tu vas créer avec le travail que tu vas faire. Comme je dis, là, je ne suis pas encore rendue nécessairement à l'appliquer, mais la valeur d'un logo, c'est peut-être pas 30 heures, c'est peut-être le 2 millions de ventes que ça va permettre d'aller chercher.
Par contre, ton 2 millions de ventes, tu serais prêt à investir combien? 100 000 pour aller chercher? Fait qu'il y a comme toute une réflexion par rapport au fait que la créativité, c'est pas juste 8 heures plus 4 heures plus 6 heures. OK, bon, ça fait tant d'heures, fait tant d'horaire. Mais de dire, si je te livre ce travail-là, créatif, est-ce que ça va te permettre de doubler ton chiffre d'affaires? Si ça te permet de doubler ton chiffre d'affaires, est-ce que ça vaut 200 000? Tu vois un peu la réflexion, là? Fait que c'est ça la réflexion. Après, comme je te dis, est-ce que je suis parfaitement capable de tout mettre ça en place dans un côté pratico-pratique aussi de rentabilité? Là? Ça, c'est encore un travail. Mais je les suis beaucoup, là, puis je lis beaucoup là-dessus, sur justement. Puis, je vais finir là-dessus aussi, mais il y a aussi il y a un petit punchline que je vois souvent dans les réseaux sociaux. Un logo, mettons, ils parlent souvent des logos, là, c'est un exemple assez concret. Des fois, ils disent, ce logo-là, ça prend 10 heures à faire. Tu sais, pourquoi tu charges 10 000 $? Puis j'ai lu quelque chose dernièrement qui disait justement, c'est pas les 10 heures que ça me prend, c'est les 15 ans que j'ai pratiqué à être capable de le faire en 10 heures. Oui, fait que c'est l'expertise, dans le fond, plus que le temps. Puis j'aurais aimé ça qu'on revienne un peu au cœur de cette discussion-là. Puis t'as demandé, tu sais, je sais que toi, t'as beaucoup voyagé, t'as vu plein de choses, tu t'es inspiré probablement d'autres cultures ou t'as nommé tantôt une école que t'avais vue en voyage puis qui t'a fait réaliser des affaires. Est-ce que ce serait quoi les conseils que tu donnerais aux gens, mettons, pour nourrir leur créativité? Tu sais, comment on peut en faire un mode de vie, un lifestyle, qu'on peut se challenger nous-mêmes pour aller ailleurs, peut-être, ou avoir des idées nouvelles? Bien, je pense que c'est comme n'importe quoi, c'est beaucoup la curiosité, hein? C'est d'être curieux. J'ai manqué à l'appel en curiosité. Moi, c'est quelqu'un d'autre qui était venu me dire, elle était vraiment créative. Puis j'ai dit, ouais, OK, je suis vraiment créative. Je l'ai dit en début. Puis depuis ce temps-là, je me dis, OK, ben, j'essaie de m'informer un petit peu plus. On essaie d'aller dans des expositions un petit peu différentes, de lire sur la créativité, de jaser créativité. Aussi des choses qui ne sont pas nécessairement sous la bannière de la créativité, mais du co-développement, par exemple, d'entrepreneur, pour moi, c'est une forme de créativité aussi. Parce que tu es tout en train de tu mets tes problématiques au centre, puis tout le monde brainstorm sur comment on règle une problématique. Mais pour moi, ça, c'est une forme de créativité aussi. Là. C'est vraiment d'être capable de l'appliquer au quotidien. Tu sais, ça, je pense que c'est le genre de choses qui fait ta différence. Tu ne fais pas juste dire, hey, on est créatif, mais tu le prouves aussi. Donc, tu sais, je pense que c'est vraiment un peu tout ça. Mon parcours, quand j'ai 2-3 choses à faire, je regarde toujours les différents parcours dans ma journée, de comment je peux faire les choses. Bon, il y a un côté d'optimisation aussi, mais il y a un côté de, OK, même s'il faut que tu ailles à l'épicerie, il faut que tu ailles à l'école, puis après ça, il faut que tu ailles à telle place. Mais c'est quoi le parcours, qui est le plus intéressant? 2, c'est quoi le parcours qui est le plus... c'est quoi le parcours qui est le plus intéressant? C'est quoi qui est le plus efficace? Tu sais, c'est de regarder, OK, je pourrais-tu passer par différents chemins? Mais c'est un peu ça tout le temps, hein? Puis je vais-tu apprendre quelque chose de nouveau si je passe par un nouveau chemin? Tu sais? Fait que, tu sais, j'essaie de me faire... De te challenger toi-même. Oui, c'est ça. Fait que, mais c'est ça. Tu sais, moi, je pense que c'est un processus en continu. Puis, il faut que ça t'excite aussi dans la vie. Il faut que ça te stimule puis que ça te dynamise. Là. Tu sais, il y en a qui m'écouteraient parler puis c'était comme, non, moi, c'est pas mon dada. Là. Mais, puis, tu sais, peut-être pour conclure là-dessus, ben, moi, j'y crois au niveau de ce qu'on offre à nos clients, mais j'y crois vraiment beaucoup en tant qu'entrepreneur aussi. Tu sais. Moi, j'ai toutes sortes d'idées créatives pour comment je veux amener Jack au prochain niveau. Des fois, je sors des affaires, là, je dis, OK, là, on va franchiser. Là, on va faire telle chose. OK, là, on a des bureaux en Gaspésie depuis quelques temps. Laisse-moi me regarder des bureaux. Oui, on a un partenariat, ça va être un échange. Croyez-moi, ça va être formidable. Vous n'avez aucune idée, ça va nous amener ailleurs. Ça aussi, pour moi, c'est une forme de créativité que je dirais que j'ai au moins autant, sinon des fois plus que même dans les campagnes aussi, parce que ma job première aussi, c'est d'avoir une business, puis de la faire rouler, puis de la démarquer des autres aussi. Oui, puis de donner les conditions gagnantes à ton équipe pour qu'eux soient créatifs. C'est quand tu parles des amener ailleurs, de faire des nouveaux
partenariats ou des exposés, finalement, des choses différentes. J'imagine que ça nourrit aussi dans le quotidien. Écoute, c'était super intéressant. Merci de t'être prêté au jeu puis d'être venu jaser de créativité avec moi un petit vendredi. Là, c'était vraiment le fun. Ben moi, merci de m'avoir invitée. En tout cas, moi, je suis bien jasante, là, fait que... Ben, c'est ça qu'on veut pour un podcast, vraiment. J'aime bien ça placoter, là. Fait que, puis en plus, quand c'est des sujets qui me passionnent, ben c'est certain que ça m'allume encore plus. Fait que merci de m'avoir invitée. C'était vraiment, vraiment chouette. Ben, ça m'a fait vraiment plaisir. Puis on se reparlera pour les autres 4-5 sujets là, qui nous venaient la première fois qu'on s'est parlé. N'importe quand. Bye bye!